Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube de Ocaland Research. Bienvenue. Alors, on va aujourd'hui regarder une vidéo qui continue les premières vidéos. Si vous ne les avez pas vues, allez sur la chaîne. Regardez les playlists. J'ai fait une playlist des vidéos en anglais, une playlist des vidéos en français. Et prenez connaissance, s'il vous plaît, des premières vidéos. Sinon, vous n'allez pas comprendre où on veut en venir dans celle-ci. Alors, cette vidéo s'appelle « Qu'y a-t-il sous l'île ?» qui est déjà porte pas mal de préjugés en son titre. Je vais juste faire passer cette page. C'est une page qui explique dans le cadre de vidéos YouTube et dans le cadre de la recherche, la loi américaine permet qu'on utilise du matériel qui nous appartienne pas, notamment des copies de livres, des copies de pages dont je vais me servir aujourd'hui. Donc je suis dans ce cadre légal. Alors on avait dans nos dernières vidéos vu d'où cette map, cette carte avait été provenue, comment elle avait été découverte, et puis on a au fur et à mesure décodé cette carte, notamment avec les indices de la langue des oiseaux, le petit vers, le dessin, ce qui nous permettait de trouver des points particuliers. Je vais juste vous rappeler cette slide de la première vidéo. Donc, Don Roux, qui est chez Zina, demande Palestine before the Hebrew d'Emmanuel Anati suite à une note laissée par Bill Jackson. Bill Jackson, donc chercheur toute sa vie, notamment de la trace de Templiers en Amérique, mais aussi faisant partie de la CIA. Je pense qu'il avait le bras un peu long. Et ce qu'il trouve chez Zina, mais ça c'était dans la première vidéo, c'est ces deux documents. Donc on a commencé à analyser la carte qui est à droite. Et on va un petit peu regarder le document de gauche. Rappelons-nous que dans la première vidéo, j'explique qu'à 90 pieds, à 27 mètres, dans le puits, on trouve cette dalle de pierre sur laquelle il y aurait, là je commence à mettre du conditionnel, ces inscriptions. C'est du Tifnag, c'est une inscription correspondant à une langue d'Afrique du Nord. Et lorsqu'on le traduit par substitution, on arrive à cette phrase-là qui, pour moi, il y a un problème avec cette phrase, mais acceptons que la substitution a été faite correctement et que donc un alphabet de substitution a été créé. Un triangle en bas c'est F, un triangle en haut c'est T, les deux points c'est E, etc. Il s'avère de façon assez surprenante que ce document, qui est retrouvé par Zina Halpern et Don Roux dans deux pages collées à la fin du livre d'Anati, La Palestine avant les Hébreux, ce document est assez particulier, d'une part par sa forme, d'autre part par le fait qu'on a des indications en français décodées, la formule, c'est le titre, et en bas on a VING et la valeur, et il manque évidemment des inscriptions de cette zone-là. Et tout le reste est écrit avec des caractères anti-FNAG, les mêmes qu'on avait sur la pierre. Il est à noter que cette version, je vais revenir en arrière, cette version que je vous présente avec ce texte en dessous, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, est bien la version qui était mise dans cette double page par Bill Jackson et retrouvée par Don Roux et Zina Halpern. Il s'avère, c'est prouvé, hein, je vous montrerai les vidéos, que Joanne McInnes, sœur de Jim McInnes, descendant de Donald McInnes, qui est un des trois premiers chercheurs en 1795, avec son ami Vaughan et son ami Smith, à avoir découvert le puits. Et cette sœur, qui a écrit un livre, explique que dans la famille McInnes, de père en fils, on se transmet des documents. Et elle a ce document, la partie rouge sans la note en dessous, et d'elle-même, elle a beaucoup de mal à expliquer comment elle a ce document-là, et comment il s'est retrouvé une copie de ce document avec ce texte dans un livre chez Zina Halpern, légué par Bill Jackson. On y reviendra aussi. Mais il y a deux traces de ce document. Donc là, j'ai isolé juste la partie texte. Alors, au tout début de notre aventure, il y a 3 ans et demi, quand Michael et moi commencions à travailler là-dessus, je peux vous dire qu'on l'a plié, on en a fait des choses avec cette carte. Mais au final, c'est le texte qui est important. Et en utilisant la même clé de substitution alphabétique que celle qui avait été utilisée pour cette pierre à 27 mètres par le révérend Kempston en 1850, mais je ne suis pas précis là-dessus. Si on réapplique
cet alphabet à ce texte, on trouve la chose suivante, à droite, la formule. Alors, surprenant, c'est écrit en français, alors que le texte de la pierre est écrit en anglais. Et là, en français, la substitution donne halt, ne terrez pas. Il n'y a pas de ponctuation, il va falloir la deviner. Creuser A, il manque un début de mot dans l'écriture. On a rente, mais on imagine que c'est 40 pieds. Avec A, angle 40, il manque le TE, donc il déborde. Donc avec angle 40. Là, il y a une petite erreur, c'est bien un Q et pas un R quand ça a été décrypté. Donc c'est un Q, c'est 45 degrés. La hampe à 500 NGT, donc probablement 20, 2 écrit en vieux français sans X, pied. Alors il n'y a pas les conjugaisons encore une fois. À vous, entre le C et l'autre mot derrière, c'est REID. On pense que c'est le corridor, mais on en est, enfin il y a des grandes chances que ce soit le corridor. Le corridor à 1060. Il y a le ISANTE, mais on suppose que c'est SOI. 60, 5 pieds, atteinte la chambre. Et il doit y avoir RE derrière, on imagine. Bref, ce document, c'est donc des instructions qui, remis en français moderne, avec une approximation, on devine des lettres et on imagine ce qu'il y a derrière. Voilà ce qu'il dit. Arrêtez, ne pas déplacer la terre. Creuser à 40 pieds avec un angle à 45 degrés. La rampe à 522 pieds à vous. Entrez dans le corridor. Alors je les ai inversés, pardon. Dans la traduction, il y a une inversion. C'est entrez dans le corridor et à 1065 pieds, atteindre la chambre. Ce qui reste énigmatique et beaucoup de gens butent là-dessus. Et je pense Michael et moi, on a trouvé le pourquoi du comment de ces instructions-là et comment elles rentrent en perspective dans notre histoire. Je vais laisser ce document de côté et on y reviendra à la fin. Parce qu'il y a un autre document hyper intéressant qui est apparu dans ce livre. Alors ce livre de Donald Drew, donc qui était chez Zina Alpern le jour où ils ont découvert les cartes, qui était un ami d'enfance de Bill Jackson. Bill Jackson, le chercheur, a légué l'intégralité de ses documents de recherche à sa mort à son ami Don Roux. Et Don Roux a publié un livre qui reprend l'intégralité, en gros, ce qu'il veut bien nous présenter, des recherches de Bill Jackson. Alors ce livre est fascinant, c'est un pêle-mêle et un fourre-tout de choses qui n'ont pas une ligne directrice chronologique. Et la façon dont je suis tombé dessus, alors ça je suis sûr que j'étais le premier, c'est que je cherchais dans Google un jour, et je trouve cette page-là. Je vais vous la montrer parce que j'ai vérifié tout à l'heure, elle existe encore. Quand je tape ça. Donc c'est bien le livre dans Google Books, on peut l'acheter, mais surtout, eh bien, j'ai des extraits du livre parce que Google Books nous permet d'avoir des parties. Et puis il y a des moments, voilà, la page 25 ne fait pas partie de la sélection, et puis ils enlèvent des pages particulières. Tiens, ben voilà Don Roux, si vous imaginiez, vous vouliez voir à quoi il ressemblait. C'est lui ici, un grand gaillard, Don Roux. Et il y a des parties manquantes, mais moi quand j'ai eu... ce qui est marrant, c'est que l'histoire est vraie. J'ai retrouvé des choses que je vais vous présenter maintenant dans ces morceaux de livre, que je vous invite à lire si vous avez envie, mais il va manquer des morceaux, vous n'aurez pas tout, je pense. Pas toute la compréhension. Et les images que je trouve et que je vais vous montrer ont été enlevées le lendemain. Je suis retourné sur ce site le lendemain et les pages contenant les images que je vais vous montrer maintenant ont été enlevées. Vous voyez, il y a des grandes sections 109, 111, mais à la fin, il y a carrément toute la fin du livre, quoi, hein. Il ne vous met pas tout le livre. De 341 à 460, par exemple, qui sont des pages que je vais vous montrer maintenant. Bien. Dans ce livre, alors il y a eu plusieurs éditions. En fait, si vous voulez l'acheter, ne vous faites pas avoir comme moi. J'ai commandé l'édition pas chère à 42 € et c'est une édition en noir et blanc. Il n'y a aucune photo qui est exploitable et on n'a que le texte. J'ai donc réacheté et il coûte 160 €, mais bon, ça m'a énormément servi dans mes recherches. La deuxième édition en couleur. Il faut savoir qu'il y a une première édition que j'ai jamais pu voir, donc ça c'est l'édition revue, hein, recorrigée. J'aurais bien aimé mettre la main un jour sur la première édition, mais pour l'instant, pas de chance. Alors Don Roux raconte dans ce livre, après la mort de Bill Jackson, qu'ils se réunissent avec d'autres personnes d'un club de chercheurs. Et dans ce club, je vais vous faire des traductions directes, hein, ils ont ramené à table des souvenirs et des mémoires de Bill Jackson. Joel, un des protagonistes,
a mentionné que Bill lui avait envoyé les photographies de documents dont la forme était étrange, et il y en avait 7. Et qu'il demandait de les envoyer à Monsieur Ryan pour une traduction de quelque chose. Dans la mesure où les pièces avaient quelque chose de dessiné dessus, Bill les a photographiées des deux côtés. Monsieur Caron, qui est encore un protagoniste, cherchait uniquement à craquer les codes des versos ou des rectos, parce que lui il dit qu'il a photographié les versos, donc c'est le recto dont on parle. Et le 6 juin 2017, Joel a envoyé à Donald Roux donc les images. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a donc 7 morceaux, ça marche comme un puzzle. Voilà un premier morceau que j'ai pour l'instant qu'en noir et blanc. Un deuxième, et les autres sont en couleur. Donc il y a 7 parties. 2, 4, 6, 7. Et vous voyez bien que les formes invitent à travailler comme un puzzle. Et quand on réunit ensemble tous les morceaux, voilà ce qu'on obtient. Alors, première constatation, la qualité du papier. On a travaillé pas mal avec Michael, on a beaucoup travaillé dans le livre de Don Roux, et il s'avère que c'était de l'encre invisible qu'ils ont dû travailler avec, ils ont dû chauffer le papier et peut-être le mettre dans des bains de produits pour révéler les dessins et les écritures qu'ils se sont empressés de recopier avec un stylo moderne. Hein, ce qu'on voit là n'est pas vieux, mais pour ne pas perdre la trace, après la révélation de l'encre invisible, ils ont recopié par-dessus. Qu'est-ce qu'on voit? Et je dois vous avouer que moi j'avais ces photos sous les yeux pendant 6 mois avant de comprendre ce que j'avais sous les yeux. Donc je vais un peu accélérer le processus. On voit d'abord cette structure ici à gauche. Alors cette structure à gauche, ça ressemble beaucoup à un puits. Et dans ce puits, on dirait qu'il y a des rondins espacés. Ce qui correspond a priori avec la description du puits qui a été révélé par les 3 protagonistes en 1795. Et il y avait bien tous les 3 mètres, tous les 10 pieds, il y avait des rondins de bois. Si on compte le nombre, on arrive à 27 mètres, 90 pieds, 9 plateformes, et on aurait la pierre représentée ici, la pierre de 90 pieds. Qu'est-ce qu'on sait sur cette pierre? On sait qu'à l'époque, lors de la 2e exploration du puits, en 1805, ils ont enlevé cette pierre. C'est là qu'on a eu connaissance de son existence. Et ils ont continué à creuser. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le puits était inondé, rempli d'eau. Pourquoi? 2e piste, on nous montre cette structure à gauche. Cette structure, c'est 1, 2, 3, 4 canals. Alors, ça ressemble beaucoup à la structure qu'on a trouvée sur la plage artificielle que j'ai décrite dans la première vidéo, excepté que dans la plage artificielle, ils en ont compté 5. Est-ce que c'est une erreur de représentation? Est-ce que c'est une erreur de connaissance? Que les personnes qui ont dessiné cette carte ne savaient pas qu'il y en avait 5, mais savaient qu'il y en avait. Et ça, c'est connecté à l'océan, et ça vient dans cette partie-là. Et quand vous enlevez la pierre et que vous continuez à creuser, ben, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait remonter l'eau, parce qu'en fait, cette pierre agit, on imagine, comme un bouchon. Et à partir du moment où vous enlevez la pierre de 27 pieds ou 90 pieds ou 27 mètres, et vous laissez ça ouvert, il n'y a plus de contre-pression du poids de la terre, des rondins et autres pour équilibrer la pression de l'océan. Donc c'est comme ça que le puits a été inondé. Donc même si Don Roux dans son livre explique que ces documents viennent de Bill Jackson, mais que pour lui ça n'a rien à voir avec Oak Island, ça pourrait être n'importe où, en Égypte, à Karnak ou autre, on a quand même cette section qui est très étrange et qui ressemble énormément à notre puits. Continuons. Qu'est-ce qui se passe dans ce mécanisme? Eh bien, si on ne touche pas au puits et qu'on le laisse dans son état originel, on a de l'eau de mer qui vient de l'océan, qui descend dans ces tuyaux, et qui vient ici. Alors ici c'est fermé pour l'instant, on imagine. Et l'eau arrive ici, et je vois ici un système d'une écluse ou une porte qui permet de compartimenter l'eau sur la partie gauche, ou si j'ouvre la porte, de laisser rentrer l'eau sur la partie de droite. Je note que cette porte verticale, qui est composée d'une herse ou d'une planche en bois ou on ne sait pas, a un long morceau de bois, une hampe en français, hein, donc un corps de lance si vous voulez, et qui permet, si on est dans ce tunnel supérieur, d'actionner vers le haut ou vers le bas et de ouvrir ou fermer cette valve
cette soupape qui permet de contrôler l'arrivée d'eau sur la partie droite du dessin. Bien, notez que ce puits ici n'est pas accessible. Il faudrait ici creuser, avant d'enlever la pierre sans toucher à cette partie-là, creuser pendant un certain nombre de mètres pour atteindre l'entrée de ce puits. Comprenez aussi que ce dessin n'est pas à l'échelle. C'est un descriptif schématique d'un système, mais ce n'est pas à l'échelle. Continuons notre périple. Imaginons qu'on fasse rentrer l'eau ici. L'eau va rentrer ici et atterrir dans cette piscine, une espèce de piscine où on trouve deux piliers, ici et ici, piliers qui soutiennent un caisson. Voilà le caisson. Le caisson dans lequel le dessinateur a représenté des objets. Et ce caisson est inscrit dans une voûte, hein, on voit la forme de la voûte, qui apparemment est sous terre. Imaginons qu'on n'ait pas d'eau ici, qu'on soit à l'air libre. Comment on peut être à l'air libre? Eh bien, on voit qu'à la sortie, et par gravité, hein, l'eau va naturellement s'écouler. À la sortie, j'ai un tuyau, avec une deuxième valve ici. Et si la valve est ouverte et que celle-ci est fermée, bloquant l'océan, je n'ai donc plus d'eau parce qu'elle va s'évacuer par ce conduit et probablement par ce puits vertical. Si je n'ai pas d'eau dans le dispositif, eh bien ce caisson, le coffre si vous voulez, va reposer sur les piliers comme on le voit ici. A l'inverse, si j'ouvre cette valve et que je ferme celle-ci, je fais rentrer de l'eau de mer de l'océan directement là-dedans et l'eau de mer va s'équilibrer avec sa hauteur. Donc je vais avoir de l'eau dans toute cette partie et on suspecte, plus que suspecte, que ce coffre est fait pour flotter et tout simplement ce coffre va pouvoir monter et descendre en fonction du niveau de l'eau qu'il y a en dessous. Si on continue ce tunnel ici qui permet de manipuler cette partie d'écluse ou cette valve, hein, si je continue à progresser dans le tunnel, j'arrive ici à ce point. Et bien ici dans sa position de repos où il n'y a pas d'eau en dessous et le caisson repose sur les piliers, j'ai une ouverture à cet endroit là et je peux pénétrer dans le coffre. A l'inverse, quand le coffre et que l'eau sera arrivée environ à ce niveau là et que le coffre aura pris cette position en flottant, je pense que il doit vraiment toucher le haut de la voûte, eh bien je suis en position fermée et je ne peux plus rentrer puisque l'entrée est située ici, le point G, il est monté avec. Ça rappelle un peu le film Cube pour ceux qui, pour ceux qui connaissent le film Cube ou Hypercube, c'est un peu de ce ordre là. Bref, ça m'a pris un paquet de temps à comprendre que ce qu'on avait en face de nous, c'était un coffre-fort hydraulique. C'est un coffre-fort qui se rend inaccessible quand il y a de l'eau ici, notamment à marée haute, j'y reviendrai, parce qu'il y a les marées dans l'océan, donc le coffre va monter et descendre. Mais je suis capable, avec ces deux valves, de laisser rentrer ou pas l'eau dans cette partie-là, et de la laisser ou pas sortir, ce qui fait que ici j'ai donc un système clos, où si j'arrive à capturer de l'eau de mer à marée haute, eh bien je vais mettre mon coffre en position haute et le rendre inaccessible tant que j'ai de l'eau en dessous. Si je veux aller dans le coffre pour découvrir ce qu'il y a, il me suffit d'ouvrir cette valve, comme elle est ici en position ouverte, de fermer celle de gauche comme elle est en position fermée, l'eau de mer reste bloquée ici, ici j'évacue mon eau, n'ayant plus d'eau pour porter la structure par flottaison, le système va reposer sur ces deux piliers et aligner l'entrée du coffre avec l'entrée du tunnel. Ça m'a pris un paquet de temps à comprendre. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos parce qu'on a montré avec des slides animés chaque état et comment ça se positionnait, mais voilà le mécanisme de base. Donc ce que Bill Jackson ne propose pas ni Donroux finalement, puisque jamais il y a marqué Oak Island nulle part, mais cette partie-ci est exactement ce qu'on a découvert et la fatalité c'est que il y a eu inondation du puits. Et il y a inondation du puits depuis 250 ans. Donc ça c'est très intéressant. Alors continuons parce que j'ai vraiment exploré ce truc. Voilà des morceaux. Alors la qualité est plus ou moins bonne en fonction des scans que j'ai pu faire. Voilà des morceaux. Voilà un morceau mieux scanné. Enfin la photo est de meilleure résolution. Et alors je l'avais pas vu au début, mais à force de les regarder de près, ça c'est la valve arrière.
C'est la valve arrière, hein, celle qui permet de garder de l'eau dans le système ou de l'évacuer, probablement vis-à-vis de cette trappe. Je l'ai allongée, hein, c'est vertical tout ça. Chose très intéressante, les personnes qui ont dessiné ça nous montrent que c'est une vis avec un pas de vis. Je vois le pas de vis ici, et je vois l'inverse du pas de vis, donc je vois le boulon et la vis si vous voulez. Donc ce système est manipulable, hein, et il atterrit tout en haut à la surface. Je vous remontrerai ça à la fin. Donc de la surface de l'île, il semble qu'on puisse accéder à cette énorme tige filetée qui permet... Alors elle filetée, elle n'est pas filetée pour rien, filetée pour mettre de la pression pour pouvoir oh là, j'y arriverai pas. Rendre étanche le dispositif à sa sortie. Alors pas étanche sur 700 ans, mais ça j'ai une autre vidéo qui explique comment la rendre étanche sur 700 ans, et je peux pas tout vous montrer d'un coup. Autre chose d'extrêmement particulier, étant français et aimant ce genre d'énigmes, je me rends compte qu'il y a des inscriptions, il y a des lettres, il y a quelque chose d'écrit sur ces morceaux de parchemin ou de pièces de puzzle. Et c'est là qu'on perd nos amis américains qui n'ont pas la langue française en eux et qui n'arrivent pas nécessairement à lire entre les lignes et comprendre ce qu'il y a. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois ici la lettre F. Je vois ici la lettre E, avec un mécanisme qui est sur pivot. Ça s'ouvre apparemment. Et ici, c'est plutôt une trappe, une dalle. Hein, rappelez-vous, c'est vertical. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ici le mot 4. Q-U-A-T, et le haut du T a été effacé. R-E. 4. Donc j'ai une ligne 4. Et en dessous de 4, qu'est-ce que je lis? O-U-V-R-E, ouvre, le, L-E, T-R-A, je pense qu'il y a un P, P-E. Ça me semble être la trappe. Donc, il y a marqué 4, ouvre le trappe. Ça ressemble à une instruction. J'ai juste montré ici dans cette image que grâce à ma vis, je pouvais faire descendre ce dispositif qui a l'air d'être fait d'un arbre principal avec des couches de quelque chose par-dessus. J'ai demandé à mon père comment on faisait de l'étanchéité dans les années médiévales, il m'a dit le cuir. Le cuir est étanche et le cuir peut résister un sacré paquet de temps à l'eau. Donc je pense que c'est un bouchon en cuir qu'on monte et qu'on descend. Alors, continuons. Un autre, hein, sur celui-là de morceaux de puzzle. Qu'est-ce qui est écrit? En haut, il a l'air d'avoir écrit 5. Je vois bien un Q ici. Probablement un C, I et le N est là. Donc je vois un 5, c'est l'instruction numéro 5. Et là j'ai encore ouvré au U. Alors là il y a eu un problème, probablement du parchemin qui était plié sur lui-même et l'encre à baver. Mais je me retrouve mon RER, ouvrez. Ouvrez quoi? Quelque chose ici, ça doit être là, mais ça j'en sais rien. P-L-A-Q-U-E, la plaque. A. Et ici, encore un mot caché à droite. T, T, R, E. Ça doit être la lettre F. La lettre F, parce que, est-ce qu'il y a une plaque à F? Oui, il y a une plaque à F. Donc, je commence, et là, la trappe, ça doit être la trappe E. Donc, je commence à comprendre que ces instructions sont en rapport avec le dessin. Donc, en français, c'est... plaque à lettre E, plaque à retirer F. À mon avis, c'est ouvrir la plaque à lettre F. Et c'est l'instruction numéro 5. On continue. Sur ce morceau-là, j'ai l'instruction numéro 2. F, E, R, M. Alors, il doit manquer un E quelque part là qui a dû s'effacer. Ferme. La, S, O, U, A, P, E. La soupape. Ferme la soupape, puisque c'est bien la soupape, ça. Hein, rappelez-vous qu'elle va permettre de bloquer le canal. Hein, elle arrive jusque là, et elle va permettre de bloquer le canal. Et on me dit de la fermer. Qu'est-ce qui se passe si je la ferme et que je la descends? Eh bien, l'océan qui est ici, je l'isole, et je vais pouvoir purger mon puits. Donc c'est vraiment une instruction sur comment accéder à ce coffre-fort hydraulique, étape par étape, et ça c'est l'étape numéro 2. Encore une pièce de puzzle. Ici, j'ai l'instruction numéro 1, la première. Entre, ou entrée, brancard. Alors, un brancard en français, on a l'habitude dans le milieu infirmier hospitalier
C'est là-dessus qu'on va transporter les malades, mais on y reviendra au mot brancard. 1 entre brancard avec le puits vertical. Alors, brancard, qu'on voit sur plusieurs dessins, au singulier, un brancard désigne à l'origine, étymologiquement, une barre ou une pièce de bois allongée permettant de transporter un objet si elle est solidement fixée. On pourrait avoir deux personnes qui portent sur leur épaule un bout de bois avec un sac en dessous et un malade ou un blessé. Bah, ce bout de bois, ça s'appellerait un brancard. C'est l'origine du mot, avant que ça devienne deux bouts de bois et un morceau de tissu pour transporter des blessés. Donc c'est vraiment, pardon, l'origine du mot, brancard, il vient de là, il est au singulier. Donc c'est une barre, une pièce de bois allongée. J'ai découvert que la traduction anglaise du mot brancard, c'est shaft. Mais en anglais, shaft, ça peut signifier donc un brancard, je viens de le trouver, mais surtout, et aussi un puits de forage. C'est le même mot en anglais, shaft. Donc moi je pense que la personne qui a écrit sur ce document brancard, elle est anglaise, elle cherchait la traduction française de ce qu'elle voulait dire shaft, donc un puits, et elle a trouvé brancard comme traduction, mais si elle avait lu le dictionnaire quelques lignes de plus, elle aurait vu qu'il y a un autre mot qui s'appelle puits, et puits, c'est la traduction de shaft pour ce qui est du forage, mais pas du brancard. Donc je pense que ça vient de là, l'amalgame sur brancard. Alors revenons à ces instructions. Donc j'en ai trouvé 5, plus une qui est numérotée 30. Ça veut dire qu'il y a un gap, il nous manque la 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Néanmoins, qu'est-ce qu'il nous dit? Premièrement, rentrer dans le brancard. Ça veut dire rentrer dans le puits, dans le money pit. Une fois que j'ai atteint, rappelez-vous, le money pit, il est comme ça. Et puis il y a ce qu'on appelle le tunnel de service, où il y a la hampe qu'on peut monter et descendre, parce qu'elle canalise ici ce système. Voilà. Et on ne nous dit pas comment aller de là à là, évidemment. Donc l'instruction numéro 2, imaginons qu'on soit rentré dans ce tunnel de service, c'est de fermer la soupape pour bloquer le système. C'est la valve intérieure. Puis on nous demande d'ouvrir le trou. Le trou qui est sous une trappe. Et on nous demande d'ouvrir la trappe E. Et de retirer la plaque. Alors qu'est-ce qu'on nous demande de faire en fait? Si j'en reviens au dessin général, on nous demande de rentrer ici, de fermer telle qu'elle est là pour bloquer le passage. Puis, alors, soit vous êtes arrivé à ce puits parce que vous avez creusé verticalement, soit parce que vous avez creusé avec un angle ici. Puis de remonter en surface, d'aller ici, tout en haut du dessin, sur ce point qui s'appelle, on a l'impression que ça s'appelle C. Et de là, on va pouvoir d'une part lever et baisser ce dispositif, et d'autre part, j'imagine qu'il y a une chaîne qui atterrit au même endroit et qui permet de soulever la trappe, parce qu'en dessous, si j'enlève la plaque, il y a un trou, le trou sous la trappe. Mais il est à peu près clair que l'accès à ce dispositif-ci et au trou sous la trappe se fait depuis la surface. Longtemps, j'ai imaginé quelqu'un qui déambulait dans ces couloirs. Qu'est-ce qu'il faisait? Et qu'il faut que je fasse quoi? Mais non, c'était pas l'histoire. On n'est pas du tout censé aller dans ces canalisations d'eau dont on ne connaît pas le diamètre. C'est peut-être très fin. Hein, encore une fois, il n'y a rien qui est à l'échelle là-dedans. Hein. C'est juste du positionnement et du schéma. Retirer la plaque, et après, on ne sait pas, mais on peut imaginer quelle va être la suite. La dernière instruction, la 30. Alors j'ai cherché dans les anagrammes et les dicos intelligents tous les mots de la langue française qui c'est par E, LE, il y en a 95, il y en a une dizaine qui peuvent correspondre dans le contexte. Alors remplir non, mais j'ai plus les mots en tête, mais ça peut être, quand vous avez fini, remettez tout comme dans l'état que vous l'avez trouvé en gros, c'est peut-être ça la dernière instruction. Alors voilà le dessin qui a été redessiné depuis, qui est plus sur ces parchemins pour une meilleure lisibilité. Donc là on voit beaucoup mieux qu'en surface, hein, c'est le point D, voilà, on est là et on est en surface et il y a bien un accès à la surface de l'île sur ce dispositif. On est bien, donc l'eau pour qu'elle s'évacue, hein, on lève cette valve, on ouvre cette trappe, il doit y avoir une chaîne mais on enlève la plaque et l'eau peut s'écouler dans probablement une cavité naturelle qui est en dessous de ce dispositif. On voit bien l'entrée, donc là on est dans l'océan avec l'entrée, les 5 doigts, mais là ils en ont représenté 4.
Et on voit bien que c'est ici, il faut surtout pas toucher cet endroit parce que c'est le joint, hein, c'est le bouchon qui permet, et c'est exactement ce qu'ils ont fait en 1795. Ils ont récupéré la pierre, creusé, et le lendemain ils sont venus et c'était tout inondé. Donc on a un mécanisme avec une trappe, un trou sous une trappe, une soupape, parce que c'est écrit comme ça dans le texte du parchemin, une soupape ici. Et en fait, je vais revenir à ça. Je vais revenir tout en haut de la présentation. De quoi parle cette carte? Elle parle d'un trou sous la trappe, elle parle d'une soupape, elle parle d'une voûte en bas de terre ou sous la terre. Ça commence à résonner avec ce qu'on vient de découvrir. Une soupape, il y a un trou sous la trappe, on ouvre la trappe, on enlève la plaque pour que l'eau puisse s'évacuer. Tout ça, ça fait bouger un mécanisme, une espèce de coffre-fort hydraulique qui est sous une voûte, on le voit dans le dessin. Donc là, c'est une exclusivité parce que Michael et moi, on était les premiers à comprendre que cette carte correctement positionnée allait révéler exactement les coordonnées sur l'île de la soupape, du trou sous la trappe, etc. etc. Il y a une vraie liaison, le trou sous la trappe, la soupape, la voûte en bas de terre, de ce document qui n'a absolument pas la même source que les autres. On va revenir là. Et on trouve bien. Alors en fait, on trouve bien l'indication de la soupape. Elle est là, hein, la soupape. Je ne sais pas si vous avez à lire avec la projection dans YouTube. En fait, on se demande si elle n'est pas là, la soupape. Mais c'est pas très grave. Et on nous donne l'indication qu'il y a un trou sous une trappe, une soupape et une voûte sous la terre. Bah, la voûte sous la terre, elle est dessinée ici et elle est bien voûtée, hein, comme il est indiqué. Donc c'est ça qui nous fait vraiment, vraiment penser que ces documents sont liés. Ils n'ont pas la même source et ils racontent la même histoire. Deux documents. Mais revenons à la formule. La formule, qu'est-ce qu'elle nous racontait? Halte, ne déplacez pas de terre. Creusez à 40 pieds avec angle à 45 degrés. La hampe à 522 pieds à vous. Entrez dans le corridor à 1065 pieds, atteindre la chambre. Alors allons-y. Je vais redescendre tout le PowerPoint. Hop. On nous dit quoi? Je pense que ce parchemin donne des instructions à ce point ici. On a un doute. On a un doute. Ça pourrait être aussi à ce point ici, à 40 pieds. Mais il nous dit quoi? Il nous dit arrêtez de creuser. Creusez à 40 pieds avec angle à 45 degrés. La hampe à 565 pieds, c'est donc ça, c'est la hampe. Et si vous ne savez pas ce que c'est une hampe, quand vous avez un drapeau sur le long d'une grande tige, souvent comme ça, et ben ça, c'est une hampe. Quand vous avez une lance, avec le morceau métallique au-dessus, hein, c'est très mal dessiné, ça, c'est une hampe en français. C'est ça, ce mot. Et quand vous avez un bateau à voile, alors je dessine vraiment très mal, comme vous le savez, vous avez pu vous en apercevoir, vous avez un mât ici, hein, avec les voiles, et bien au-dessus du mât, il y a généralement dans les vieux bateaux, il y a un pôle, et c'est là qu'on met, alors on mettait des énormes drapeaux à l'époque pour pouvoir les voir de loin, mais cette partie-là s'appelle la hampe. On se demande avec Michael si ça n'a pas été pris d'un bateau, cette pièce. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé la hampe. Parce que on pense que ça doit bien faire 20 ou 30 mètres de long, hein, on pense. Et donc c'est ce qui est à référencer comme à 565 pieds la rampe, puis rentrer dans le corridor, et à 1065 pieds la chambre. D'accord? Et on voit bien que ce morceau... Alors, je peux pas parier là-dessus, mais ce morceau est plus long que ce morceau, hein, mais on n'a pas les dimensions. Mais la chambre, ça semble être correct. Je vous remonte le texte. Arrêtez, ne déplacez pas de terre, ne terrez pas. Creusez à 40 pieds avec angle à 45. Une fois que vous êtes dans ce tunnel de service, à 522, pardon, pas 565, à 522 pieds, vous avez la hampe. Vous rentrez dans le corridor, vous remarchez 1065 pieds et vous atteignez la chambre. Donc ça, c'est les instructions qui permettent de ne pas déclencher le piège dans le puits. Je redescends, pardonnez ces va-et-vient. Mais c'est important, là, c'est fondamental ce que je vous montre par rapport à ce qu'on a découvert. On vient de voir que finalement, la formule codée, la carte de Zina Alpert codée
Et ce morceau qui a été découpé à un moment en 7 pièces, et on y reviendra, pourquoi découpé sous cette forme, parce que ça on a compris, et bien réassemblé raconte encore une fois la même histoire. C'est quoi cette histoire? C'est qu'on a une valve, quelque chose sous terre, une chambre, quelque chose qu'on appelle la rampe. Sur l'autre dessin, on a la soupape. On a aussi la chambre qui s'appelle la voûte en bas de terre. Et puis on a ces indications de dire arrêtez de creuser, vous allez déclencher le piège et creuser à 45 degrés 40 pieds et vous rentrez là-dedans et à 522 pieds vous récupérez la hampe que vous pouvez déplacer. Ce qui est remarquable, c'est que ces 3 documents viennent de 3 sources différentes. Puisque la formule, on sait que ça vient de la lignée McInnes, puisque la sœur de Jim McInnes, descendant de Donald, premier découvreur, avait ce document entre les mains, avait ce document, la formule. Regardez la forme. La formule est en fait le verso, l'autre côté, de ce dessin. Donc, on peut penser que côté pile, il y a le dessin, côté face, il y a les instructions. Et c'est bien la même forme. Et donc, on sait que ça vient de la lignée Johann McInnes. La carte de Rochefoucauld, la carte de Zina Halpern, d'après Don Roux, Bill Jackson l'a récupérée auprès de la famille Rochefoucauld en France en 1976. Donc, il semblerait que c'est une carte qui appartenait à la famille Rochefoucauld. Et ces morceaux de puzzle-là ont été récupérés, l'histoire est incroyable, à New York, en cherchant la trace des Templiers. Mais ça, j'y reviendrai aussi. En tout cas, ces 3 documents ont des sources et des contextes et des âges complètement différents, mais parlent et se recoupent parce qu'ils parlent de la même chose. Donc voilà la solution. Donc j'ai remis la carte dans le bon sens. Quand on regarde le nord, on a l'entrée et la plage artificielle, l'entrée de l'océan qui est à notre droite, qui est à l'est. Et donc ça voudrait dire que si ça c'est le Money Pit, ben, la salle au trésor, s'il y a trésor, la chambre, elle est à l'ouest du Money Pit et pas ni en dessous. Et donc ça fait 250 ans qu'ils creusent encore comme ça, et qu'ils trouvent rien. Mais c'est normal, il n'y a rien. Une fois qu'on a compris ça, on sait qu'à un moment, il fallait arrêter de creuser et partir en angle à 45 degrés pendant une certaine distance. Alors, il semblerait que ce soit 40 pieds, mais pas du tout. En fait, ça, c'est des vieux schémas de l'époque où on a commencé à travailler dessus, mais Michael a complètement craqué le truc. Je peux vous dire qu'il y a 18 pieds ici, mais on y reviendra, et que c'était à 40 pieds de hauteur. En effet, si on pense au schéma hydraulique, quand on a marée haute, ça va cogner. Donc, ça veut dire que cette voûte, elle n'est pas très loin du point de marée haute. Beaucoup plus haute en altitude que ce qui est représenté dans ce dessin, et que 40 pieds, ça a l'air d'être juste la distance de la surface arrêtée à 12 mètres, 12 mètres creusés à 45 degrés. Michael a déterminé que ça faisait 18 pieds, et là, on récupère en fait ce tunnel qui est plus haut en altitude que ce qu'il est représenté sur ce dessin. Alors, encore une fois, de la même façon que sur la carte de Zina Halpern, on avait le chiffre 1347 qui correspond, donc c'est des pieds français d'avant 1667 de mémoire, de ce que Michael m'avait expliqué, 767, et qui correspond à 1440 pieds modernes, US. Et bien de la même façon, on pense que le parchemin qui nous donne 522 pieds et 1065 pieds dans la formule, c'est des pieds anciens, c'est la même unité, et donc on a recalculé ça avec des pieds modernes pour pouvoir positionner cette chambre sur la carte, qui sera le sujet de la prochaine vidéo, qui est maintenant, une fois qu'on a positionné la carte de Zina correctement, aller rechercher où est la soupape, où est le trou sous la trappe, où sont exactement positionnés, et on va voir qu'il y a une méthode, ces différents points sur l'île. Voilà, je reviens tout en haut, parce que vraiment, c'est cette carte qui permet après son positionnement, et vous allez voir après la méthode, pour trouver par intersection tous ces points. On va pouvoir les identifier, on a les coordonnées GPS, on les a calculées, on les a fournies à la production, mais ça c'est une autre histoire. Et on va continuer notre recherche, parce que là on avait quand même 3 documents dont personne n'arrivait à analyser le sens. Et non seulement on les a décodés, on a analysé le sens et comment les positionner, mais en plus on s'est aperçu au fur et à mesure qu'ils étaient redondants et qu'ils parlaient tous de la même chose. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et votre attention, j'espère que ça vous plaît. Alors j'ai des gens sur les commentaires qui attaquent un peu dur, Évidemment, au bout de 3 vidéos, vous pouvez mettre plein de réserves. On en a 62 vidéos et 3 ans et demi de travail. Je vais vous montrer plein de recoupements et plein de choses qui maintenant, on n'a plus aucun doute. La carte est positionnée comme il faut et elle révèle ce qu'elle doit révéler.
Je vous remercie. N'hésitez pas à souscrire, à liker, à commenter. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.